Bonsoir, vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Bon. Alors nous, on est... Merci. Déjà. On a compris le message, on se dépêche, on sait qu'on a un buffet fameux qui nous attend. Donc, Alors nous, on vient du Jura, une société qui s'appelle Digital Solutions, et on est présent un peu partout en Suisse. On a des bureaux à Genève, à Nation, on a des bureaux à Bâle. Alors, pardon, on a des bureaux à Bâle également, sur le campus de Novartis, à Martigny et à Lausanne. Et alors, je vais vous raconter un peu comment on est entré dans l'IA. Le parcours qui nous a mené à créer Excalibur. C'est vrai? C'est mieux comme ça? Ok. Donc je vais vous raconter un peu la genèse du projet Excalibur. Voilà. Donc on est une société dans le Jura. Personnellement, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années. Des sociétés créées dans l'IA, dans l'automobile, dans la mobilité, au Luxembourg, au Canada et en France. Mon histoire en Suisse a commencé il y a à peu près 3 ans avec la vente de ma société. Et j'ai commencé à travailler avec Xavier il y a 2 ans sur les sujets d'automatisation. Alors, les prémices de l'automatisation, c'est des industriels qui, comme vous savez, dans l'industrie, lorsqu'on a des machines, on les garde jusqu'à ce qu'elles arrêtent de fonctionner. Et en général, elles fonctionnent très longtemps, souvent 20 ans, 30 ans. Et lorsqu'on veut demander à ces machines des dashboards, des tableaux de bord, la seule façon de le faire, c'est de la rendre plus intelligente. Donc on a commencé à travailler sur ce genre de process avec des agents d'automatisation, des systèmes de type RPA, pour avoir des informations de ces machines. Et c'est ce qu'on a pu faire. Donc les résultats en général, ce sont des ETP économisés, donc des nombres c'est des personnes par an économisées sur un travail, pas pour les remplacer, mais pour rendre leur travail plus intéressant. Imaginons par exemple, et c'est un cas concret, un industriel qui prépare des machines qu'on envoie aux États-Unis. Un bon de commande pour une machine industrielle, c'est 600, 700 lignes de commande. Avant l'automatisation, il fallait vérifier manuellement ces 600 lignes de commande. Donc le travail n'est pas très intéressant. Un agent peut le faire 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux d'erreur de 0,04%. Et ces erreurs ne sont pas du tout des risques, puisque lorsqu'il y a des erreurs qui sont identifiées, elles sont juste analysées manuellement. Ça veut dire qu'en gros, 0,04% des lignes de commande sont vérifiées par un humain. Et du coup, le travail de l'agent qui faisait ça avant devient beaucoup plus intéressant, puisqu'il va imaginer quels sont les logiciels qu'il peut utiliser dans le futur, comment l'industrie peut être réorganisée pour optimiser les résultats. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a commencé avec l'industrie, on l'a fait dans la pharma, puisqu'on a la chance d'avoir des bureaux sur le campus Novartis. Donc on travaillait avec des agents, à mettre en place de la business, des process d'analyse en fait, pour identifier des champs d'optimisation. Et puis on a commencé à travailler avec la fondation Cara. Là on est sur le dossier électronique du patient. Donc en gros, à peu près un tiers des dossiers électroniques des patients en Suisse passent via des process qu'on a mis en place. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller plus loin. L'IA est arrivée. Donc l'automatisation avait la possibilité d'avoir un élan plus grand. Et on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin pour accompagner les entreprises, nos clients sur ces sujets. Et on a fait un voyage initiatique en début d'année en Californie, à San Francisco, pour aller discuter avec des gens, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des ingénieurs, et découvrir ce que c'était vraiment le vibe coding. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on connaît, nous, les quelques agents, on connaît ChatGPT, enfin tout le monde le connaît. Mais finalement, ce n'est pas aussi banalisé qu'en Amérique du Nord. Quand on a passé notre temps là-bas, on s'est rendu compte que l'approche sur l'IA est complètement différente. Dans le sens où les personnes qui s'intéressent à ce sujet le font en dehors des heures de travail. Elles vont voir une semaine de 45 heures, et ils vont voir une deuxième semaine de 45 heures à côté. Ils vont se réunir 4 fois, 5 fois par semaine
entre eux. Souvent, ce ne sont pas des informaticiens du tout, ce ne sont pas des codeurs. On a rencontré des étudiants de Harvard, on a rencontré des pharmaciens, des vétérinaires qui se rencontraient le soir après les cours pour vibe coder, pour partager à livre ouvert tout ce qui passe par leur tête. Là où en Europe, la tendance est plutôt de se cacher pendant 6 mois dans une cave, de coder sans rien montrer à personne, et pour finalement se rendre compte 6 mois plus tard qu'on a codé quelque chose que personne ne veut. Et on s'est dit, quand on a vu ce qui se passait en Amérique du Nord, et d'ailleurs la Silicon Valley estime qu'ils ont presque 12 mois d'avance sur New York, la côte Est. Donc l'avance par rapport à l'Europe, ça donne une idée, on est encore plus loin. Mais le constat évident, c'était que l'IA, de manière très concrète, va transformer tous les métiers de développement. Et donc la question, c'est pas est-ce que parce qu'un outil d'IA existe, il faut en créer un deuxième? C'est pas ça la question. La question, c'est comme si vous disiez, aujourd'hui, si on devait compter le nombre de chocolatiers à Genève, dans le canton de Genève, en Suisse, en Europe, dans le monde, voilà, c'est pas parce qu'il y a un chocolatier qui fait du bon chocolat qu'on doit s'arrêter là. La réalité, si on estime que tous les métiers de développement vont changer, des agents, des outils IA, il en faudra des multitudes. Locaux, internationaux, multiculturels, plus ou moins techniques, on-premise, ou de manière encore plus ouverte. Et c'est comme ça qu'on a, on a commencé à poser les prémices de ce que pouvait être une IA suisse. Et c'est ce qui nous a convaincus à aller jusqu'au bout du projet. Pour vous permettre de parcourir un peu le chemin de manière plus technique qu'on a eu avec Digital Solutions, je laisse la parole à Thibaut qui va rentrer de manière plus concrète dans ce qu'on a fait en termes d'automatisation avant de créer Excalibur, qui sera la deuxième partie, la démo de notre IA de vibe coding. Merci Thomas. Alors oui, on va aller assez vite sur cette partie-là parce que je vois que vous êtes tous au fait, mais c'est vrai que la première grosse technologie, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a mis en place, excusez-moi, c'est les agents IA. On est parti vraiment de c'était la recherche des enjeux documentaires, voilà, où on voit que au final, un employé perdait en moyenne 9 heures par semaine à rechercher l'information. Donc, à cause de volumes documentaires énormes, de recherches internes laborieuses, des documents obsolètes. Et donc, l'objectif, c'était de mettre des agents IA qui permettaient de résoudre ces différentes problématiques. Un agent IA, vous connaissez tous maintenant, je pense que c'est. L'utilisateur pose la question par prompt ou à l'oral, et l'IA va chercher dans une base de données et lui répond, ce qu'on appelle aussi souvent le RAG. Comment on paramètre ça? Très très rapide, on a une base de connaissances, on lui donne tout type de documents, je vous apprends rien. On choisit un LLM, voilà, plutôt souverain, pas souverain, selon ce qu'on veut mettre en place, vitesse de réponse, respect des données. Ici en Suisse, pour nous, c'est vraiment très important. Et pour toutes les entreprises et institutions qu'on accompagne, c'est vraiment le critère essentiel. D'où des hébergements en local, on-premise. Et on parle souvent de ça parce que Excalibur va tendre vers ça dans la prochaine partie qu'on va vous montrer. Et la température, c'est un peu ce que vous expliquiez avant de manière beaucoup plus simple de mon côté, mais voilà, si on est bas, il va être très précis, il va rester sur les documents. Si on lui laisse une température haute, il va être plus créatif, voire halluciné. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit agent IA pour le canton officiel le journal officiel du canton du Jura. Je vous mets la petite vidéo rapidement. On va voir s'il y a du son qui se lance. Alors, j'aurais peut-être dû mettre le son avant. Hop, tac. Qu'il y avait un arrêté qui fixait les tarifs et les prix des pensions à la charge des résidents des établissements médico-sociaux à partir de 2026. Est-ce que tu pourrais me donner précisément les tarifs et les prix, s'il te plaît? Oui, je peux vous donner ces informations. L'arrêté du 6 octobre 2025 fixe les tarifs journaliers pour les résidents des établissements médico-sociaux et des unités de vie
de psychogériatrie à 165 francs 80 pour une chambre double et 185 francs 80 pour une chambre individuelle. Ref. Géo numéro 38, date du 30 octobre 2025, section département de l'économie et de la santé, service émetteur, département de l'économie et de la santé. Seule la version papier fait foi. Voilà. Vous l'aurez compris, je vais passer la démo assez rapidement. Il va aller chercher dans la base documentaire et ressortir l'information. On en a fait on en a plein, mais un exemple qu'on appelle nous ici Celia en interne, qui est un chatbot qui permet d'accélérer, d'optimiser le onboarding. Au niveau des avantages RH, qu'est-ce que vous proposez? Merci. Nous sommes très fiers de cette reconnaissance. En ce qui concerne les avantages RH, nous proposons un ensemble complet de prestations sociales et d'avantages pour nos collaborateurs. Cela inclut une participation significative. Voilà, je vous passerai tout ce qu'on fait chez Digital Solutions, mais vous avez compris, ça va chercher dans notre base documentaire, dans notre site web, dans différents éléments, et apporte les réponses à nos employés. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, c'est ce qu'on appelle le protocole MCP, c'est un peu ce qu'on a vu chez Make ou autres. L'utilisateur pose toujours sa question, et là on a un protocole MCP lié à un RAG agent IA qui va être connecté à des applications métiers. C'est exactement, quand on voit un Gmail, c'est l'application métier, mais ça peut être une machine, ça peut être un ERP, tout ce qu'on souhaite. Pas tous les ERP sont connectés à Make, pas tous les ERP, enfin les CRM non plus, et pas tous ont des API. Donc le protocole MCP, c'est un petit peu le port USB de l'IA. Maintenant, il y a des entreprises comme nous qui sommes là pour aller connecter les logiciels qui ne sont pas encore connectés. Voilà, que ce soit par le front, que ce soit par d'autres moyens, mais c'est là où les logiciels un peu plus grand public auront leurs limites, sont super, mais auront des petites limites. Quelques exemples qu'on a pu mettre en place, par exemple de l'aide à la décision stratégique. Quels sont les clients les moins rentables ce semestre? Là, l'agent va se connecter directement à l'ERP, à SAP, Abacus, Odoo, etc. Va analyser les rapports de marge, les historiques de commandes, les KPI. Elle va répondre en langage naturel. Liste les projets avec des dépassements de budget. On va se connecter à Jira, Asana ou autre, et puis on va avoir tout de suite les réponses. L'agent d'onboarding qu'on vient de voir, par exemple, synthétise l'historique du client Nestlé depuis 6 mois. Ça va aller voir tout ce qui s'est passé par email, tout ce qui s'est passé dans les tickets, dans le ERP, dans les commandes, et ça va nous faire une synthèse. Pour la prise de décision en termes managériels, c'est assez énorme. Prépare une proposition de service adaptée à l'historique de Rolex, ou encore quels sont les documents internes qui n'ont pas été relus depuis 2 ans. L'IA va aller interroger les bases de données, voire va les mettre à jour, va mettre l'humain dans la loupe et va les faire valider. Voilà pour cette partie, et je te repasse la parole pour Excalibur. Merci Thibaut. Alors, on est bon? Donc Excalibur. Pourquoi Excalibur? L'idée, c'est d'aller plus loin et de permettre à, déjà pour commencer, nos clients, de leur proposer des solutions d'IA. Parce que pour beaucoup, alors on a des clients, nous, beaucoup dans le public, notamment le département des finances de Genève. Donc vous pouvez imaginer à quel point ils sont réticents à utiliser une IA qui n'est pas suisse. Donc on a... Donc l'hypothèse numéro 1, c'est de dire, OK, si on crée une IA en Suisse, il faut être capable de répondre aux besoins de souveraineté de data, etc., qu'exigent les institutions suisses. Et c'était la raison qui nous a vraiment poussé à le faire. Deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise une IA pour développer des outils, souvent il manque le dernier maillon. Dans le sens où on a un code, mais qu'est-ce qu'on fait du code? Par exemple, on a une application qui a fonctionné pendant 15 ans, on veut la modifier, on veut la mettre à jour, on a un code qui permet de le faire. Sauf que ce code, on ne peut pas juste le patcher. Il faut s'assurer que la mise à jour qu'on va faire va respecter tout ce qui est politique privée de l'entreprise, tout ce qui a été codé dans le passé, respecter ces datas. Et on doit faire quoi? Partager ces datas avec un outil qui finalement passe sur le territoire pour valider des choses qu'on veut faire en interne. Enfin, c'est assez vite compliqué. Donc il y avait le besoin d'avoir une IA sur laquelle on peut tout maîtriser. Et deuxièmement, être capable d'accompagner les projets jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que va fournir l'IA,
comment est-ce qu'on prend ce code en main pour accompagner le projet jusqu'au bout. Voilà, donc l'idée, alors, on est sur du vibe coding, donc ça va fonctionner de la même façon qu'un ChatGPT ou qu'un Claude ou peu importe. L'idée, c'est simplement de pouvoir... Voilà, l'idée, c'est simplement de pouvoir assez rapidement permettre à n'importe quel utilisateur d'y accéder, et surtout, quel que soit le niveau d'utilisateur, donc on parle de compte personnel jusqu'à compte entreprise et administration publique, quel que soit le niveau, d'assurer qu'on va être capable de délivrer une solution qui répond exactement aux besoins, avec la marque suisse. Tu veux que je laisse la main pour les démos ? Vas-y. Merci Thomas. Donc en termes de technologie, voilà, c'est toujours les mêmes principes fondamentaux. C'est un prompt utilisateur, une couche LLM. Alors là, ça peut être de l'anthropique, mais ça peut être différents modèles qu'on peut intégrer, des modèles suisses, des modèles chinois, des modèles. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut et où on veut le placer. Puis le gros du bébé, c'est le moteur XK, le moteur Excalibur. Voilà, c'est là-dessus qu'on bosse depuis maintenant 6 mois. Et ça permet de générer derrière des applications full stack avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pourquoi maintenant? Alors c'est vrai qu'il y a eu toute la vague du web, puis la vague du mobile, le no-code, l'AI native. Voilà, on est tous là aujourd'hui. Et donc on s'est dit, avec toute l'histoire que tu as racontée, que c'était le moment d'en avoir une aussi également en Suisse. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. En termes de traction, donc on est vraiment, ça a avancé très vite. On a déjà construit et lancé la plateforme en moins de 2 mois. Et puis on a un MVP qui est déjà en ligne, alors qui n'est pas officiellement en ligne, et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. Aujourd'hui, on a des premiers utilisateurs qui créent déjà des prototypes fonctionnels, des dashboards, même des outils internes RH qui tournent réellement. Et on a également en discussion avec plusieurs partenaires B2B pour lancer des pilotes en entreprise. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on rencontre des personnes comme vous. Puis la suite est très claire, on ouvre bientôt la bêta publique, vraiment très bientôt, et on lance aussi notre écosystème de développeurs. Voilà. On s'est aperçu qu'effectivement le vibe coding c'est super, que ça peut enlever des métiers de développeurs, mais qu'au final, quand le MVP est sorti, pour aller vraiment plus loin, puis l'officialiser, puis le mettre en place, il faut une équipe de développeurs. Donc on va également sur cette partie. En termes de tarifs, la tarification, donc on a essayé de faire quelque chose d'assez simple avec du 19 francs sans abonnement. Voilà, si vous voulez juste tester, c'est 19 francs sans abonnement. Ça vous permet d'avoir 10 prompts, ça fait à peu près entre, c'est soit 2 à 3 petites applications non complexes, soit une application complexe. Et puis après, on a des abonnements à 35, et puis des plans flexibles pour les entreprises, où là, comme vous le voyez, on peut venir l'installer on-premise ou en local. Et ça intéresse grandement les entreprises suisses. En termes de démo, on a fait pareil, on n'a pas voulu tenter le risque du mauvais Wi-Fi, donc on l'a enregistré. Et c'est parti. Alors vous voyez ici, on va aller taper un prompt qui est « Crée-moi une application pour la gestion des entretiens annuels ». Vous connaissez le système, on lance, ça réfléchit, et on voit que XK, Excalibur, est en train de coder avec tout le système de dialogue qu'on retrouve à droite. Voilà, donc on a les réponses, puis il construit, il build. Alors bien sûr, c'est plus ou moins long selon l'application que vous demandez, selon le prompt que vous demandez. Et derrière, le code est accessible. Donc on a une partie code pour les développeurs qui veulent regarder et une partie preview. Et là, donc, on voit que le tableau de bord est prêt, l'application est prête, et je peux la déployer. Donc pour cette partie déploiement, dans le système de crédit qu'on a mis en place, on offre 3 déploiements par contre, et c'est hébergé chez Infomaniac. Voilà. Donc tout reste en Suisse derrière là-dessus.
Et puis bien sûr, vous l'aurez compris, le tableau de bord est accessible par le biais d'une URL et puis il est fonctionnel. Vous pouvez, en l'occurrence ici, voir vos employés, gérer les questionnaires, les entretiens, remplir, valider, etc., etc. Voilà, le résultat, c'est une application publiée en quelques minutes. Je ne vais pas rentrer dedans, vous venez de la voir. Et du coup, pour la partie suivante, on vous propose la vision de l'entreprise. Donc aujourd'hui, notre cible principale, c'est le créateur solo. C'est un peu monsieur ou madame tout le monde qui souhaite créer son application, son MVP. Demain, demain très très proche, c'est le monde de l'entreprise. C'est vraiment là-dessus où on pense faire une différence comparé à d'autres concurrents, surtout en Suisse. Et ensuite, c'est un écosystème complet qui pourra être connecté justement à des agents, qui pourra être connecté à des CMS type WordPress, etc. Et pour finir, du coup, on vous propose, pour ceux qui souhaitent la tester en avant-première dans les prochains jours et de bénéficier de petits crédits gratuits, c'est de scanner le QR code et puis on vous écrira très prochainement. Voilà, puis c'est tout pour nous. On va passer aux questions-réponses si vous le souhaitez. Merci pour la présentation. Moi, je voulais revenir sur l'outil Excalibur. Je me demandais c'était quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de vibe coding qui existent. Les plus connues, c'est par exemple Cloud Code ou alors Google Antigravity qui est sorti la semaine dernière. Il y a aussi Lovable qui est très proche de votre produit. Et je me demandais c'était quoi la valeur ajoutée par rapport à ces outils. Alors, en fait, c'est les possibilités de personnalisation qu'on peut proposer. Déjà, le moteur LLM, on peut le choisir. C'est qu'aujourd'hui, nous, le premier prototype qu'on a construit, on l'a construit sur Anthropic. Mais demain, on peut très bien en connecter un autre. Donc, on n'est pas du tout focalisé sur un seul moteur. Ensuite, la possibilité, effectivement, d'installer on-premise. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant sur le marché suisse. Il y a également tout ce qui est travailler sur des RAG pour assurer que le LLM va travailler sur des informations d'entreprise et qu'on va empêcher d'être parasité par des informations externes. Et puis la possibilité d'avoir des équipes en place en Suisse pour accompagner les projets jusqu'au bout. Oui. Oui. C'est vraiment notre grosse force ici. C'est vraiment la grosse force, c'est de pouvoir installer on-premise, voire en local, Excalibur chez nos clients entreprises. Voilà. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir quel est le degré de personnalisation au niveau du choix de l'architecture logicielle, le système de couches, etc. C'est lui qui l'impose ou si enfin moi personnellement je travaille sur une architecture, un type d'architecture domain driven ou ce genre de choses. Là, c'est lui qui va me dire tu fais comme ça, ou alors on peut dans un prompt lui dire ma couche de base, tu la mets ici, tu la mets là. Ou... Tu vois, Thomas, j'avais dit qu'il fallait venir avec des ingénieurs. Non. Mais, non, pour répondre de ce que j'en... Et l'autre chose, c'est la mise à jour des librairies, etc. Ouais. Comment elle est assurée parce que, Alors, voilà. On pourra en discuter tranquillement d'ailleurs pour pas que je dise trop de bêtises, mais effectivement, on a différents templates qui sont déjà prévus de base. On peut lui indiquer si on veut plus un site web, il va plutôt aller sur tel type de template. Si on va sur une application ou sur un CRM ou autre, il va choisir différents templates, langages, librairies, effectivement. Et puis notre rôle, après, c'est d'en updater des nouvelles également régulièrement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez précis. Mais... Et puis, on touche effectivement un point qui est essentiel, c'est que souvent aujourd'hui, on commence avec un outil de vibe coding sans se poser la première question. C'est quoi l'architecture en place? C'est quoi les règles internes? C'est quoi la politique de mise à jour, etc. Donc souvent, il y a une analyse en amont qui est nécessaire. Aujourd'hui, dans un accompagnement, nous, on le propose, par exemple. Voilà. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question qui, je pense, rejoint un peu ce que monsieur a posé comme question. C'est le management du life cycle de l'application qu'on gère.
ou qu'on va créer. Est-ce que par exemple, on peut dumper dans un repo GitHub et ensuite le travailler soi-même pour la dernière phase qui serait la phase de maturation? Parce que c'est vrai qu'en général, avec les plateformes de vibe coding, on est vendor lock-in et c'est assez compliqué après quand ça devient mature. Je laisse répondre, Thibaut. Oui, oui, tout à fait. L'objectif, c'est qu'on puisse déployer sur GitHub, que vous puissiez extraire, pour faire simple, hein, voilà, c'est qu'on puisse soit uploader du code, soit l'extraire et puis en être propriétaire, souverain et de pouvoir faire ce qu'on veut avec. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Par rapport à Apertus, vous avez fait des tests, puisque vous êtes Swiss made. Alors, ça supporte le code. Hein. J'ai parlé avec un des développeurs il y a une semaine qui a travaillé sur Apertus, justement. Ouais, justement, on a Mistral, on a Apertus, on a aussi une allemande qui commence à arriver fortement. Et oui, c'est l'objectif de pouvoir proposer à nos clients effectivement ce genre de LLM. Voilà. Puis il y en a plein qui arrivent, donc ouais, très bonne question. Merci. Merci à vous.